La famille, les amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croyance, l'interview des entrepreneurs aux croyances qui créent la croissance. Aujourd'hui, on va accueillir dans ce podcast une figure emblématique du milieu du coaching, un de ceux des pionniers qui ont lancé ce qu'on appelait avant l'offre high ticket, qui a été l'un de ceux qui ont introduit ce système pour les coachs pour vendre des services haut de gamme. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être là parmi nous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julien Musi. Julien, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi de prendre sur ton temps parce que je sais que tu es très busy, que tu voyages beaucoup. Ton dernier voyage au Pérou m'a beaucoup inspiré parce qu'il y avait des choses extraordinaires. Tu pourras peut-être nous en parler. Alors Julien, au-delà d'être je vais reprendre ton ancien titre, tu sais, leader du marché. Avant, enfin voilà. Tu as été ça, aujourd'hui tu es autre chose et peut-être il y a encore d'autres choses encore et c'est de ça dont j'aimerais que tu nous parles. Par quoi est-ce que tu aimerais commencer pour te présenter et puis raconter un peu ton histoire ici dans Croyance? Je pense que ma vie, elle commence un peu dans le coaching à travers ma carrière de sportif de haut niveau. Je pense que ça a quand même marqué ma façon de penser. Ma vie, à la base, moi je suis juste un enfant qui adore jouer au tennis, tu vois, et puis petit à petit, les entraîneurs te repèrent, te mettent plus d'entraînement. Et ce qui était un jeu devient presque un métier, une compétition. Et j'ai commencé à m'entraîner beaucoup à l'âge de 8 ans pour finalement partir en internat à l'âge de 12 ans et demi en Pôle France. Et c'est là où il y a vraiment un switch dans ma tête où d'un coup, le tennis, qui était un jeu, qui était quelque chose de fun, devient quelque chose qui devient presque contraignant, mais dont je peux plus vraiment me défaire. Donc de l'âge de 13 ans à 15-16 ans, moi je prends plus de plaisir à jouer au tennis, mais je deviens très bon. Je suis niveau en français, je suis champion de France et tout, mais à travers quelque chose qui est déconnecté totalement du plaisir du jeu. C'est quoi ta croyance à ce moment-là, le fait que tu réussisses tout réussit en fait dans le tennis, ouais. Mais on dirait que la manière dont tu viens de le dire, on dirait qu'il y a comme un vide. Ouais, enfin, en fait, à ce moment-là, moi, ce qui est fun pour moi, c'est le fait d'être avec les copains parce que je suis en internat. À l'école, tu vois, j'ai toujours été un peu différent. Je veux dire, j'ai du mal à m'intégrer socialement avec des gens normaux. Maintenant, j'ai appris. Les gens normaux, si tu pouvais détailler les gens normaux, c'est quoi? C'est des gens qui ont un salariat et qui arrivent à tenir une conversation sans avoir besoin de creuser et de demander tout le temps pourquoi, en fait. Ok. Voilà. Et qui peuvent te parler de la pluie ou du beau temps pendant 1h30, ça les dérange pas. Ok. Je définirais les gens normaux. Ok. Donc, socialement, c'est pas vraiment facile à l'école pour moi. Et dans le tennis, c'est le premier endroit où je trouve vraiment des gens avec qui je suis proche, tu vois, avec qui il y a une passion commune, il y a une passion commune, il y a une obsession commune, parce que je suis quelqu'un d'assez obsessif, tu vois, je pense, quand j'ai une idée en tête. Et du coup, c'est cool pour moi d'être en internat, de vivre cette aventure. On va pas à l'école, tu vois. On est au CNED et on a des profs qui viennent 2 heures par jour. Le reste du temps, on joue au tennis. Donc, on a quand même une vie incroyable, tu vois. On est médiatisé. Bref, c'est cool. J'adore cette vie, tu vois. Juste jouer au tennis. Il y a plein de moments où t'es crevé parce que tu t'entraînes 7 heures par jour et t'as juste envie d'aller jouer aux jeux vidéo comme tous les enfants de ton âge, tu vois. Mais tu peux pas vraiment. Donc, mes croyances à ce moment-là, c'est j'aime le contexte, tu vois, quand j'y repense, franchement, à chaque fois, je me dis, waouh, ça fait partie des plus belles années de ma vie, vraiment. Donc, j'aime cette partie de ma vie. Juste, le sport en soi, le tennis, jouer au tennis, je prends plus de plaisir là-dedans, mais mon obsession, c'est de gagner. Je supporte pas perdre et j'ai une obsession, c'est gagner à ce moment-là. Voilà, donc pour moi, c'est comment dire, c'est viscéral. Ouais, viscéral. Ouais. Alors tu sais, là je vais être obligé d'intervenir. Tu n'aimes pas perdre, donc mauvais perdant alors, si je comprends bien, c'est ça?
Ah ouais, mauvais pardon. Alors, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que déjà, tu es forgé à la discipline. C'est-à-dire qu'effectivement, à ton âge, faire le sacrifice de pas jouer aux jeux vidéo, d'avoir cette discipline de faire 7 heures d'entraînement, etc., et de laisser de côté un peu ton enfance, ok, je comprends que c'est un truc que tu kiffes et que tu le fais, bon bah, de façon obsessionnelle. Mais en fait, cette envie viscérale de gagner, elle s'appuie sur quoi comme croyance? En fait, c'est quoi ça vient d'où ça? Euh, je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire parce que Ouais, je pense que ça donne une fausse idée aux gens. Je me considère pas comme quelqu'un de discipliné. Je veux dire, je peux être. ouais, Non, je suis pas quelqu'un de discipliné. d'accord. Je suis quelqu'un qui est vraiment, qui veut vraiment être feignant, avoir une vraie difficulté à faire des efforts. Et je suis incapable de m'intéresser à quelque chose qui m'intéresse pas. Mais vraiment, genre incapable. Je pense que c'est pour ça que je suis entrepreneur aussi parce que je suis inemployable. Je pense tu me dis quoi faire, je te dis non, je fais pas ce que tu veux faire. Donc, je suis pas discipliné et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de comprendre pourquoi je fais les choses. Il faut que ça parte de moi. Il faut vraiment que les choses partent de moi. Si ça part pas de moi, je suis pas discipliné. Par exemple, tu vois, je regarde Morning Routine sur YouTube, n'importe quel YouTuber me dit quoi faire, je vais tenir 2 jours, je vais arrêter. Donc, je me considère pas comme quelqu'un de discipliné, mais plus comme quelqu'un d'obsessif quand j'ai quelque chose en tête et que ça vient de moi, tu vois. Je pense qu'il y a une vraie distinction et je pense que l'obsession, c'est quand même, enfin, le côté obsessif, c'est une conséquence de faire ce que tu aimes et que chercher la discipline quand tu n'as pas cette obsession innée, c'est quelque chose qui détruit juste ton estime de toi parce que tu essaies d'être discipliné dans quelque chose qui est juste pas naturel pour toi. Par exemple, quand je fais un master de finance, tu vois, j'étais le mec le moins discipliné de tout le cours, tu vois, j'étais le mec le moins travailleur de tout le cours. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez peu conditionné. Enfin, en tout cas, je vais dire, je suis conditionné sur plein de trucs, mais assez peu conditionné à suivre l'autorité, assez peu conditionné à me mettre des limites et tous ces trucs-là. Et ça me donne un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que, enfin, l'inconvénient, c'est que je vais être, je vais vraiment avoir du mal à faire ce qu'on me dit. Le bénéfice, c'est que du coup, je vois immédiatement la différence entre les moments où je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire et où je fais quelque chose parce qu'on me dit de le faire. Et je vois la différence d'énergie qui est créée à l'intérieur de moi parce que j'ai pas ce logiciel qui essaie de me réguler et de me dire bah tu dois le faire parce que c'est bien, quoi. Alors, du coup, il y a 2 choses qui me viennent. C'est par rapport au côté, la manière en fait dont tu vis ça à l'école. Ça me rappelle beaucoup. Alors, j'aime pas les étiquettes. Hein, je te le dis, tout ce qu'on dit sur les HPI, les machins et tout. Mais la façon dont tu le dis, c'est genre, tu t'intéresses à quelque chose d'obsessionnel. C'est un peu comme les hauts potentiels. Tu sais, les gens qui ont déjà de l'avance en fait et qui se font un peu chier parce qu'il y a rien d'intéressant. Donc, est-ce qu'il y a ce côté-là déjà en toi? Ça, c'est la première question. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as détecté déjà ou... Ouais, il y a ce côté-là. Ouais, clairement, d'accord. Et donc, la deuxième chose, c'est comment ça fonctionne. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu sais, je suis un peu comme toi. Putain, des fois, j'ai la flemme, mais une flemme de ouf. Tu vois, genre, je peux passer 3 jours à regarder Netflix et ça m'arrive réellement. Et c'est quoi tu vois, je sais pas, le schéma que tu utilises ou un truc pour, tu vois, aller vers ce que tu aimes, comme tu disais tout à l'heure. Ça marche comment, ça? Pour que ça devienne obsessionnel, en fait. Ouais, pour que ça devienne obsessionnel. Déjà, moi, j'arrive pas à me concentrer devant un film. D'accord. Donc, je peux pas passer 3 jours devant Netflix. Je veux dire, si je fais pas 3 choses en même temps pour regarder le film, je tiens pas plus de 5 minutes sur le film. Donc, j'ai pas ça. Ça, c'est propre à moi, je te rassure. Non, en fait, je crois que c'est naturel pour moi de m'intéresser à des choses et j'ai pas trop de problèmes d'ennui. J'ai jamais vraiment eu de problème d'ennui et je sais vraiment m'occuper tout seul. Je pense que sûrement, ça m'a. Après, on peut trouver des justifications à tout, mais tu vois, j'ai grandi en tant que fils unique. Je suis assez introverti, donc au contraire, moi, tu me laisses seul sans rien faire, mais c'est la délivrance. Enfin, c'est la délivrance. Je vais aller m'occuper, tu vois, tout de suite. Et j'ai pas de problème. Je suis loin d'être hyper actif dans le sens où je vais faire 10 000 trucs parce que quand je vois par exemple ma chérie, les journées qu'elle a, moi je travaille, je me concentre 3 heures, je suis rincé, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que j'ai une façon de fonctionner qui est vraiment différente des autres. Et je trouve que le couple peut être vraiment intéressant pour ça, de te rendre compte qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas comme toi, tu vois. Et sinon, tu penses que tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Alors, le couple, on pourra faire un autre podcast avec ça. Ça fait 20 ans que je suis marié, on pourrait en parler des heures. Donc...
En fait, non, en fait, c'est vraiment naturel pour moi de trouver des projets qui m'inspirent et qui me donnent envie. Donc, j'utilise pas la volonté, franchement, pour me motiver. C'est assez naturel il n'y a pas de processus de réflexion pour y aller, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, tu vois? Et c'est naturel pour moi, ça vient. Du coup, ça rejoint finalement ce concept de liberté qu'on associe souvent à l'entrepreneuriat, parce que entrepreneur égale liberté, mais ça peut vite devenir une prison quand on n'a pas la méthode. Et moi, j'en ai fait les frais pendant les 2 premières années de mon activité où il s'est passé rien du tout dans mon activité, 0 de chiffre d'affaires. Et effectivement, trouver la méthode, trouver le moyen d'être libre et peut-être aussi de pas être dans l'ultra travail, c'est-à-dire, tu sais, tu peux être travaillomane, tu peux être dans le travail, dans ton boulot d'entrepreneur, mais que ça devienne finalement quelque chose de très prenant et qui t'enlève cette liberté. Donc, comment toi, t'as fait au départ et par quoi t'es passé en fait, par quel genre de phase t'es passé pour construire ce que t'as construit aujourd'hui, qui est un business à plusieurs millions? Ouais. Alors, au début, j'étais quand même très obsessif, tu vois, à faire que ça, vraiment, pendant, je pense, 2 ans, 1 an et demi, j'ai vraiment fait que ça. J'étais en coloc avec mon meilleur pote, on montait tous les deux notre boîte. On avait un côté tous les deux très obsessif. Pareil, il était champion de France de boxe, donc il a cette même mentalité, un peu sportive de haut niveau et tout. Donc, en fait, notre vie, c'était simple, hein, c'était soit on était devant l'ordi, on travaillait dans la même pièce, tu vois, on avait nos 2 bureaux. Quand il y avait des filles qui venaient de temps en temps, tu vois, elles disaient, mais vous vivez là? En ermite. Ouais, vous vivez là, tu vois, il y avait rien. Il y avait 2 bureaux, il y avait 0 déco, il y avait un paperboard et il y avait une bibliothèque. C'est tout ce qu'il y avait. Et on avait un lit chacun dans notre chambre. Et j'ai fait un an, je pense. 1 an vraiment obsessif à faire que ça. Alors, tu bossais du matin au soir ou c'était presque, ouais. Vraiment presque. Mais après, je me formais beaucoup, je lisais beaucoup. Tu vois, c'était pas juste derrière l'ordi à produire. Je passais beaucoup de temps à me former. Et je pense qu'au début, de toute façon, c'est important de passer beaucoup de temps à se former. Donc, je faisais que ça. Je me souviens, il y a vraiment une phase de 3-4 mois où je me levais le matin. Il était 6 heures, j'allais devant l'ordi. Je commençais à créer des tunnels, regarder, me former, tout ça. Et je finissais à 10-11 heures. Je suis un couche-tôt, mais je finissais à 11 heures devant l'ordi. Et en fait, j'avais pas de stop, tu vois. Juste, je faisais et tout. J'avais pas vraiment de vie sociale à Nantes. J'avais pas de vie sociale à Nantes, j'avais juste mon meilleur pote. Et de temps en temps, tous les jours, on allait courir. Des fois, j'allais me balader dans le parc. Ça, c'était mon extra. Ouais. Quand j'étais en mode vacances, tu vois. Une petite demi-heure. Et comment t'as su que t'arrivais justement à un moment où c'était trop, en fait, 6h, 11h le soir? Non, c'est pas que ça arrivait trop, en fait. C'est que, entre guillemets, j'avais atteint l'objectif que je voulais. Et du coup, il y avait plus ce drive. Parce que, franchement, je suis... pardon. Hop là, excuse-moi. Franchement, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui me... C'était pas en mode, je vais travailler jusqu'à 11h. C'est juste que à 7h, j'avais pas envie d'arrêter, tu vois. Et donc, c'est juste, et à un moment donné, quand l'objectif est atteint, le drive baisse, tu vois. Et du coup, après, j'ai adapté mes journées et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir de la place pour autre chose. Et moi, franchement, les choses qui m'aident, en fait, je déteste l'ennui. Je suis vraiment très mal à l'aise avec l'ennui. Je pense que c'est vraiment l'émotion ou l'émotion-sensation avec laquelle je suis plus mal à l'aise et que je déteste, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que tu es mal à l'aise avec ça? C'est-à-dire, c'est le fait de ne rien faire? C'est le fait de ne rien penser? C'est quoi le... je me fais chier, en fait, tu vois. Alors, sûr, l'ennui peut parfois mener à la vacuité, en fait. Donc, est-ce que ça, parce que je sais que tu es dans un chemin spirituel aussi où tu commences à t'ouvrir à plein de choses, l'amour, etc., parce que je te suis aussi sur tes réseaux. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment, justement, où le fait de ne rien faire n'ouvre pas d'autres portes, tu vois? Non, en fait, je te dis ça, mais je m'ennuie beaucoup depuis peut-être 2 ans. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai délégué beaucoup de choses et tout. Et du coup, je m'ennuie vraiment depuis 2 ans. Les 18 premiers mois ont été vraiment durs et ça fait 6 mois que je kiffe m'ennuyer. Donc, à cette époque-là, je supportais vraiment pas m'ennuyer. Aujourd'hui, je kiffe vraiment m'ennuyer.
Ouais, je supportais pas m'ennuyer. Et du coup, je recréais. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir quelque chose de plus stimulant, tu vois. Et à cette époque-là, ce qui était plus stimulant pour moi, après avoir mis les premières briques du business, avoir quelque chose qui commençait à tourner vraiment bien, ça a été le couple ou la vie sociale avec des gens vraiment intéressants, tu vois. Quand je dis avec des gens vraiment intéressants, c'est je prends aucun plaisir à aller en boîte de nuit et finalement, c'est dans l'échange que tu cultives en fait par rapport à la connaissance et à ce que tu as en toi. Et du coup, tu t'es heurté à quoi comme croyance ou comme, je sais pas, les gens que tu rencontrais justement, ou comme tu disais, tu t'ennuies avec des gens peut-être. Tu t'es heurté à quoi? À quel genre de croyance quand tu as commencé à monter et que finalement, tu sais, pour moi, tu as eu cette évolution où tu sais, t'as passé des paliers hyper rapidement. Tu vois, le gap entre les gens normaux, entre guillemets, et toi, tu as géré ça comment et à quoi tu as fait face en fait? Quel genre de croyance? Alors, dans les croyances, au début, il y en a une qui était quand même assez marquante. C'était, j'avais travaillé avec une coach là-dessus je bloquais un palier qui était 10 000 euros par mois, tu vois. Mais vraiment pendant 4 mois, tu vois, j'ai bloqué à ça alors que, bon, tu as des gens, ils bloquent, mais c'est stratégique. Moi, le funnel, il marchait bien, j'aurais très bien pu injecter beaucoup plus de pubs et tout, mais je bloquais, j'avais beau créer d'autres produits et tout, je restais toujours à ça. Ça a duré 4-5 mois et un jour, je discute avec une coach et justement, elle m'aide en fait à réintégrer deux parties j'avais une partie de moi qui était j'ai envie de faire ce que j'aime et l'autre gagner de l'argent. Et pour moi, c'était deux choses antagonistes. Et si j'allais chercher plus, ça voulait dire ne plus gagner de l'argent. Et ça me renvoyait, tu vois, un truc de ma grand-mère où j'avais été beaucoup en opposition avec elle après mes études, en mode où elle voulait absolument que je fasse HEC, une école de commerce et des conneries comme ça. Je lui ai dit non, mais moi, grand-mère, je veux juste faire ce que j'aime, tu vois. Et du coup, pour moi, j'avais vraiment créé une dichotomie entre être entrepreneur et gagner beaucoup d'argent et faire ce que tu aimes. Donc, ça a été vraiment quelque chose de marquant. Et ce qui est ouf, c'est que quand on a fait cette séance, derrière, donc ça faisait 4-5 mois, je gagnais 10 000 euros par mois, peut-être. 3 mois après, je faisais 100 000 par mois, tu vois. Wow. Donc, ouais. Et j'avais pas appris une nouvelle stratégie ou quoi, c'était juste une autorisation que je m'étais donnée. Après, il y a eu, je sais pas si je peux appeler ça des croyances, sûrement, mais il y a eu plus des périodes d'inconfort, je pense, qui ont été marquantes autour de 2 points. La première, c'était, putain, en fait, j'ai créé tout ça pour déléguer et faire ce que j'aime. Maintenant, je me fais chier, en fait. En fait, tout ce que j'ai délégué, en vrai, j'aimais le faire. Et maintenant, j'ai plus rien à faire, tu vois. J'ai plus rien à faire. Et donc, il y avait un peu ça. Je me souviens d'un moment qui est assez marquant pour moi où on est lundi matin, je me lève à 7 heures, je commence à travailler et tout. Et j'arrive, il est 9 heures du mat, j'ai fini ma to-do list de la semaine. Je me dis maintenant, je fais quoi, tu vois. Et donc, c'est quoi qui vient là? Maintenant, je fais quoi la sensation, elle est horrible, tu vois. Franchement, je sais que c'est un putain de problème de riche et peut-être il y a des gens dans le podcast qui vont se dire, mais... Ils vont dire, c'est qui ce bourgeois? Et c'est bon, il a... Bourgeois, mais je te jure, tu te dis, putain, je sers à rien, en fait. Genre, je sers à rien. En fait, tu es plus efficace que la moyenne des gens parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as déjà structurées. Ouais. Parce que ce dont tu parles, on est d'accord que c'est un travail qui s'est pas fait comme ça en un claquement. Tu y es arrivé au bout de combien d'années? Et en fait, j'ai eu la même conversation il y a pas très longtemps de ça avec François Denis, que tu connais sûrement aussi, de Riche à 30 ans, et qui me disait la même chose. Lui, il se lève, par exemple, pour pouvoir kiffer avec ses enfants, il se lève parfois 11h, midi, alors qu'il y en a, ils font des morning routines, des machins, c'est hyper compliqué et tout. Et en fait, t'as quand même, tu vois, il y a quand même un terreau fertile, c'est-à-dire que pendant 3-5 ans, tu as peut-être charbonné pour en arriver là aussi, tu vois. Et la question, alors, c'est, mais tu fais quoi alors après? Donc, tu as fini ta journée à 9h pour la semaine, et après, what else? Souvent, tu fais un peu de la merde, tu vois. C'est le moment où tu vas détruire des trucs dans le business pour te donner un rôle, tu vois. Donc là, tu fais chier tes équipes. Concrètement, c'est ça, d'accord. Tu cherches des trucs à détruire pour reconstruire, tu lances des produits qui sont pas du tout stratégiques, tu crées des trucs qui sont pas du tout stratégiques. Voilà. Et ça, je pense, c'est un schéma qui revient encore aujourd'hui, à certains moments. Et un autre truc aussi dans cette suite que je peux observer, c'est
la culpabilité que j'avais à voir que parce que j'étais à Malte, donc j'avais une fiscalité qui était vraiment avantageuse, ce qui veut dire que quand en fait on faisait 150 000 euros de profit par mois, j'avais 150 000 euros de profit dans ma poche, en fait, tu vois, vraiment directement. Et tu as 27 ans, tu gagnes 150 000 euros par mois net en travaillant et en ayant peut-être 5-10 heures de travail par semaine. Et alors, attends, alors là, il y a une question qui me brûle les lèvres. J'ai envie de te dire, comment tu fais? Alors, on a vu des trucs comme salut jeune entrepreneur, tu vois. Est-ce que tu pètes les plombs et tu commences à prendre des voitures de luxe et tu vois? Comment tu fais pour faire la part des choses, pour avoir le discernement nécessaire pour, entre guillemets, garder les pieds sur terre, quoi? Tu t'appuies sur quoi? Sur quel genre de croyance ou quel genre peut-être de valeur, tu vois? En fait, moi j'ai pas mon objectif en devenant riche. il était très clair, tu vois. Je voulais pas, enfin, j'ai jamais voulu flamber avec l'argent ou quoi. Je voulais juste une chose. C'était, j'avais fait mon calcul à 7% de rentabilité. Il me faut 3,5 millions pour être libre financièrement et avoir un lifestyle de 200 000 euros par an, juste en rente. Et pourquoi est-ce que je voulais être rentier de cette manière-là? Parce que pour moi, être rentier, c'est le jour où tu peux vraiment faire uniquement ce que tu aimes et tu peux dire non à un client, tu peux dire non à une équipe parce que tes revenus ne dépendent plus de ton business. Tu vois. Et pour moi, il y a plusieurs phases d'indépendance financière. Tu as la première où effectivement tu n'es plus dépendant d'un patron, très bien. Tu as la deuxième où tu es plus dépendant que ton business rapporte de l'argent pendant un an parce que tu as peut-être de l'argent de côté. Et tu as la troisième où tu n'es même plus dépendant de la source de revenus qui est ton business. Et moi, je vois qu'en fait, dans le fond, au fur et à mesure, j'ai construit des produits où ils m'inspirent pendant un moment et au fur et à mesure, ils m'inspirent peut-être plus. Je travaille avec des clients qui m'inspirent plus au fur et à mesure ou des trucs comme ça, tu vois, et j'évolue sans arrêt. Et j'ai compris ça assez vite OK, en fait, je veux jamais prendre de décision. Je veux jamais prendre de décision qui soit impactée par l'argent et pour ça, j'ai besoin que mes revenus ne dépendent pas du business. Donc, j'avais cet objectif très, très clair de mettre 3,5 millions de capital de côté et d'investir en bourse pour avoir cette liberté de vraiment faire ce que j'aime et que ce soit pas juste un mot, mais que ça soit réel. Et d'ailleurs, j'ai eu des phases, tu vois, dans le business où j'ai fait des choix stratégiques qui étaient loin d'être stratégiques pour le profit, mais qui étaient vraiment alignés avec mon cœur, comme le fait il y a 2 ans de couper le produit qui nous rapporte le plus de marge et d'être en perte pendant 3 mois juste parce que ça m'inspire plus, tu vois. Et je sais qu'il y en aura plein d'autres phases comme ça dans le futur, donc je ne peux pas que mes revenus dépendent de ça. Donc, c'est pour ça que quand j'ai cet argent qui tombe, dans ma tête, je ne le dépense pas, tu vois, sur 150 000 par mois, je dépense entre 5 et 10 000, tu vois. Donc, c'est quoi tes premiers investissements, du coup? Financier Plus dans l'IMO, uniquement dans l'IMO? Non, uniquement dans la bourse. Dans la bourse, d'accord. Ouais. Bon, j'ai fait des conneries, hein. J'ai fait des conneries dans les cryptos. Crypto, ouais. J'ai fait des investissements un peu foireux sur des promesses comme ça et tout, mais je pense que c'est le prix à payer pour devenir un bon investisseur, tu vois. Voilà. Et du coup, maintenant que tu as tout ça, maintenant que tu as l'argent, maintenant voilà, tu as investi, tout ça, ça tourne, c'est quoi la suite? Et là, du coup, tu parlais de ton couple tout à l'heure. Alors moi, je suis marié depuis 20 ans, donc je veux dire, on a fait un certain chemin ensemble. Là, aujourd'hui, sur ta vision en fait entre le couple et si tu veux, on parle souvent d'équilibre pro-perso. Ce serait quoi la suite pour toi? Est-ce que tu vas plus tendre vers une valeur famille? Est-ce qu'il y a une autre valeur comme le voyage? Est-ce que ce serait quoi pour toi, justement, l'équilibre? Alors, en fait, c'est marrant parce que tu vois, chaque année, je définis mes objectifs. Et là, le 1er janvier cette année, l'objectif le plus important pour moi, c'était le numéro 1. Tu vois, c'est la première fois de ma vie et j'aurais jamais pensé fixer un objectif comme ça, mais c'était vraiment créer une famille, tu vois, riche et harmonieuse. Ouais. Dans le sens, dans ce qu'elle vibre, tu vois, pas dans les finances. Et donc, ouais, c'est vraiment une valeur qui a émergé pour moi ces derniers temps. Je pense cette dernière année, ces 2 derniers mois, beaucoup. Donc, oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. En fait, je ne sais pas si tu connais un peu mes dernières actus, mais là, on est 7 juillet. En début mai,
je suis un peu off du business depuis février. Début mai, j'ai vraiment lâché le rôle de CEO que j'ai repris en le réinventant un peu, mais j'ai vraiment pris 2 mois off, tu vois, en mai, juin. Et ces 2 mois off m'ont permis aussi de me dire, en fait, après 2 mois, ce qui me manque le plus, c'est le business. Genre, j'ai envie de créer des trucs. J'ai envie de créer des trucs. C'est bien de voyager, mais je me fais chier. donc, j'ai envie de continuer à créer des business. J'ai envie de continuer à aider des gens dans créer des business, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer à nourrir de manière vraiment importante, sûrement à partir d'une autre énergie, comme à chaque fois. Je pense que l'énergie source et racine de mes actions ont beaucoup bougé ces dernières années et je pense que les gens peuvent se rendre compte et elles bougent encore, tu vois. Donc, je vais continuer, c'est sûr, le business. Après, je suis aussi en couple avec une femme qui a cette nature un peu obsessive, qui a des business et on a aussi des projets business ensemble parce que je pense que pour être avec moi en couple, en fait, pour que ça tienne et pour que ça soit nourrissant, il faut aussi avoir cette nature obsessive, avoir envie de créer des trucs, en fait. Parce que sinon, tu te dis, mais comment, il est bizarre, ce gars-là, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, ouais, c'est sûr que découvrir cette part de moi, tu vois, en tant que papa, ces choses-là m'inspirent aussi, tu vois. C'est vrai que les enfants, en tout cas au sens large du terme, changent beaucoup de choses dans le business aussi. Parce que si tu as l'habitude d'avoir, tu vois, ton planning millimétré, ça ne fonctionne plus quand tu as des enfants. Donc, je te souhaite évidemment de goûter à ce plaisir vraiment incommensurable. Écoute, merci pour t'être livré comme ça à nous sur toi, ton parcours, ce qui change en toi, parce qu'effectivement, moi le changement, je le remarque, tu sais. Alors moi je t'ai connu il y a 5 ans, donc 5 ans c'était vraiment les tout débuts, et il y avait vraiment ce côté business argent qui revenait beaucoup, et là il y a un côté très amour, paix intérieure, famille qui revient, tu vois, qui se transforme. Et je pense que, tu vois, c'est un peu le message que je donne souvent aux personnes que j'accompagne. On peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et c'est OK, tu vois, de se transformer, de changer et de laisser certaines choses en arrière. Et il y a une partie de soi qui ne laisse jamais ça, en fait, c'est ta famille. Parce que irrémédiablement, tes parents, je sais pas, tes frères, tes sœurs, te voient souvent, en fait, avec les lunettes du passé, en te regardant finalement par ce prisme-là, tu vois. Et ça, c'est ce que je constate beaucoup dans les croyances limitantes que je décortique chez les entrepreneurs que j'accompagne, et peu importe le niveau, tu vois, des gens comme toi ou même autres. Et l'idée, c'est que tant qu'on regarde en fait l'avenir avec le filtre du passé comme ça, en tout cas les mauvaises parties du passé, tu peux pas t'épanouir en fait pleinement. Donc bravo à toi. En tout cas, moi je vois l'évolution et c'est un vrai travail au quotidien, peu importe le niveau et le palier où on est, quoi. Ouais. Et tu vois, j'ai envie de rebondir par rapport à 2 choses que tu viens de dire là. La première, c'est j'étais très business argent il y a 5 ans. Je le suis encore aujourd'hui. Je pense pas que ça a bougé. Je pense juste que l'énergie source derrière a bougé. Et tu vois, au-delà du business et argent, je pense que ce qui pouvait vraiment comme déranger, enfin polariser beaucoup le marché, soit on m'aimait vraiment, soit on me détestait, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être un peu plus neutre par rapport à moi. C'était pas, je pense, le côté business et argent. Je pense que c'était l'énergie derrière je vais vous prouver en fait que je suis tous meilleurs que vous et que j'ai de la valeur et que je vais tous vous défoncer, tu vois. Et il y avait vraiment ça dans. C'était le côté compétiteur, c'est l'énergie du compétiteur en fait. Tu vois, l'énergie du compétiteur, le besoin de prouver. Avec la fougue de la jeunesse aussi que tu avais à cette époque. La fougue de la jeunesse, le besoin de prouver. Je pense une estime de soi aussi qui était assez instable et qui avait besoin de prouver de prouver en fait pour montrer qu'il existait. Donc je pense qu'il y avait ça, tu vois. Business argent est toujours là aujourd'hui, mais plus à travers de quelque chose qui est assez naturel pour moi, qui est, enfin, j'aime réfléchir au business, j'aime avoir des idées, j'aime vraiment ça, tu vois. Et aujourd'hui, ça part plus, je pense, de cet état j'aime comprendre ça, j'aime apprendre ça, j'aime réfléchir à ça, que j'ai besoin de vous prouver à quel point je suis bon. Et par rapport sur le fait d'avoir plusieurs vies, tu me disais que tu étais au mariage de Jérémy, donc tu dois bien connaître aussi Anthony Morvan, je suppose. Oui, on était ensemble. Ok,
Là, il est en train de tout reconstruire. D'ailleurs, il nous en a parlé. Il est passé dans le podcast aussi. On le salue d'ici. Merci Anto. Et il est en train de tout reconstruire aussi. Il a lâché en Alpha Body. Enfin, c'est un truc de dingue ce qu'il fait aussi. Ouais, je sais. C'est un de mes meilleurs potes et on a eu beaucoup de discussions autour de l'ego, de ces trucs-là. Et, là, il est à fond là maintenant. Ouais, il est à fond, tu vois. Et je pense que dans le fait d'avoir plusieurs vies, il y a aussi besoin de cette phase. J'aime bien cette idée que c'est lui qui m'a partagé cette idée qui est pour pouvoir devenir personne, tu as besoin d'être devenu quelqu'un avant. Et tu peux pas devenir personne si t'es pas vraiment devenu quelqu'un. Et que pour que ton ego prenne plus toute cette place et tout, il a besoin d'être fort, d'être stable et d'avoir une forme de sécurité à l'intérieur, tu vois. Et je pense que moi, toute cette phase de les prouver et qui était sur ce besoin sur cette énergie de je vais vous prouver à quel point je suis bon et reconnaissez-moi, dites-moi à quel point je suis fort, tu vois. J'en avais besoin pour justement créer aujourd'hui la stabilité aujourd'hui qui me permet d'être sûrement plus sage dans ma manière de penser, tu vois. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette phase-là. Je dis pas de la faire comme moi, hein, mais je pense qu'on a besoin d'accomplir des choses. On la traverse tous en fait différemment. Et effectivement, quand tu dis ça, en fait, moi, tu sais, le besoin de prouver, je l'ai eu beaucoup aussi à mes débuts, et c'est souvent lié en fait. Alors moi, je l'ai vu en moi aussi. C'est souvent lié au père. De prouver au père que tu vois, il y a toujours un héritage familial qui dit oui, mais tu vas voir, je vais te prouver que je peux le faire, et que tu sais, parce que quand j'ai dit je veux devenir coach, tout le monde m'a regardé en mode coach, mais c'est un métier ça, tu vois. Et en fait, le fait de vouloir prouver ramène souvent à cette blessure-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus aussi, et c'est pas facile au départ, mais effectivement, quand tu as fait un peu la part des choses là-dessus, tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui t'appartiennent pas en plus. Hein. Donc voilà. Merci pour tous ces détails, tous ces ajouts que tu viens de nous donner. Alors, je te propose, parce que ça fait presque 40 minutes qu'on parle, je te propose qu'on passe au quiz. Alors, c'est le quiz croyance, tu vois, c'est un truc très simple. Tu sais, c'est en mode Thierry Ardisson. Je te pose des questions. Tu réponds soit en mode simple, soit en mode développé. Donc, tu peux rentrer dans le détail ou pas. D'accord ? Donc, première question. C'est quoi la croyance la plus dangereuse ? Je peux pas apprendre. Je pense que c'est l'inverse de la croyance la plus aidante pour moi, qui est je peux tout apprendre et peu importe d'où je pars, je peux l'apprendre et je peux devenir ce que je veux. Et je pense que ce qui est terrible, c'est de penser l'inverse, c'est de croire que une des conditions de ta vie aujourd'hui est quelque chose de figé qui t'appartient et que tu garderas toute ta vie. Ma vie a vraiment changé le jour où je me suis rendu compte, en fait, je peux tout apprendre, vraiment tout apprendre, parce que, à 23 ans, j'avais jamais eu de copine de ma vie. Socialement, j'étais phobique social. J'étais déprimé depuis 6 ans, depuis que j'avais arrêté le tennis. J'avais pas vraiment d'amis, je détestais mes études. J'avais vraiment, tu prenais les 8 domaines de vie, là, tu sais. Tu me faisais m'évaluer sur les 8 domaines de vie, j'étais à 1 sur 10 partout, vraiment. Et en fait, j'ai tout appris, genre vraiment tout. J'ai appris la séduction, j'ai appris la sexualité, j'ai appris le marketing, j'ai tout appris dans des livres, tu vois. Et alors qu'à cette époque, j'aurais pu croire que non, c'est comme ça que je suis. Et je vois tellement de personnes qui sont comme bloquées là-dedans, tu vois, en se disant en fait, si j'ai été comme ça les X dernières années, ça veut dire que je le serai toute ma vie. Mais non, en fait, tu peux tout changer, tu peux tout apprendre. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça plus tôt, en fait. Continuer d'apprendre, effectivement, l'inverse, c'est très, très dangereux. Et les livres, d'ailleurs, je me rappelle que tu les avais tous jetés à un moment en disant, c'est bon, maintenant j'ai gardé le nectar de tout ça en moi, ça suffit, quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, la deuxième question, c'est quoi la croyance dont tu te serais bien passé ? Tu dois être le meilleur pour avoir de la valeur. Waouh. Ouais. L'injonction de fou, quoi. Ouais. Wow. On ne me l'a pas transmis exactement sous cette forme, mais je l'ai un peu ressenti comme ça, tu vois. Je pense que ma mère a pigé très vite que je comprenais vite les choses et que j'avais des capacités. Et ça partait vraiment d'une bonne intention de sa part, tu vois. Et je suis reconnaissant sous une forme pour ça.
Mais par exemple, j'avais 18, tu vois, et moi, à l'école, c'était pas ma passion, tu vois. Donc, quand j'avais 18, j'étais toujours genre deuxième ou troisième de classe, sans faire d'efforts et en foutant rien, tu vois. Parce que ce qui m'intéressait plus, c'était d'aller jouer au foot et au tennis. Et elle me disait, bah, pourquoi t'as pas eu 20, tu vois. Et je disais, bah, parce que je m'en fous. Et du coup, après, j'avais développé une stratégie qui est, bah, tu sais, les autres, ils ont eu 17 ou 18, tu vois. Et elle me disait, je m'en fous des autres, tu peux être le meilleur, tu vois. Et moi, à ce moment-là, bon, bah, en fait, pour être aimé et avoir de la valeur, tu dois être le meilleur. Je pense que ça m'a comme desservi à certains moments et ça m'a créé ce conditionnement un peu que je dois toujours être le meilleur, qui m'a créé une forme de pression et aussi sûrement quelque chose d'assez désagréable pour les autres dans les relations que je pouvais avoir avec eux. Toujours sous une forme de compétition. Et de l'autre côté, il y a aussi, je pense que tu vois, toute croyance est à la fois aidante et limitante. Et je suis aussi reconnaissant de cette croyance parce que tu as des gens à qui on dit tu seras jamais capable de rien. Et moi, j'ai grandi avec la croyance en fait, tu peux être le meilleur. Tu peux être le meilleur. Et en fait, c'est effectivement vrai. Et tu sais, en PNL, on chasse souvent les mots d'absolu qui sont enfermants, limitants, comme toujours. Et quand tu dis à un enfant comme ça, tu seras toujours comme ça, c'est brisant à l'intérieur. Alors, autre question, c'est quoi la croyance, du coup, tu parlais de phobie sociale, qui t'a aidé à créer du réseau? Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose d'assez mécanique, qui est juste lire comment se faire des amis d'Alte Carnegie et d'appliquer bêtement les conseils qui est, bon, bah, je vais juste écouter les gens, leur poser des questions et m'intéresser à eux. Mais donc, je devenais très bon à créer des relations, sauf que j'étais toujours insécure à l'intérieur de moi. Tu vois, genre, je rencontrais des gens, je voyais, j'avais des références et des évidences qui montraient que les gens m'aimaient, mais j'étais toujours stressé. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidé, et j'ai pas terminé avec cette croyance, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est de réaliser, en fait, les gens me veulent du bien. Et ça a été vraiment une croyance forte pour moi, qui m'a aidé, sur lequel je me repose encore des fois. Tu sais, je suis obligé parfois de ramener mon cerveau là-dessus. Quand j'arrive dans un contexte social ou quoi, OK, en fait, les gens te veulent tous du bien. Et ouais, je pense que ça, c'est vraiment une croyance aidante. Alors ça, sur la croyance aidante, je te rejoins parce qu'en PNL, on parle souvent d'intention positive et tu sais, l'intention positive, elle est cachée derrière chacun de nos actes, même les pires, tu sais, comme fumer par exemple, il y a une intention positive de se faire du bien derrière et qui est peut-être liée à une histoire. Et effectivement, quand tu es dans cette dynamique-là, finalement, tout n'est qu'information, quoi. Et moi, je parle souvent du principe qu'une personne qui vient me parler, elle me parle, c'est comme si je me dis, en fait, l'univers me parle au travers d'elle, mais ce qu'elle me dit, en fait, c'est son monde intérieur qu'elle me partage. C'est pas, en fait, même si elle m'insulte, elle me dit, ouais, t'es nul, t'es machin. Aujourd'hui, j'ai réussi, en tout cas, à beaucoup travailler là-dessus en gardant que l'information, en fait, que la personne m'envoie. Et des fois, je veux dire, c'est challengeant. Là où c'est le plus difficile pour moi émotionnellement, c'est quand c'est des proches et de la famille, parce qu'ils se sentent un droit légitime d'être plus agressifs que les autres quand ils te disent les choses. C'est bizarre, la famille, hein, tu vois. Donc bon. Autre question, c'est quoi la croyance dont tu te sers le plus dans ton business, justement? En fait, je m'en suis rendu compte récemment où je parlais de business avec ma chérie et je lui dis, mais en fait, tu sais, genre pour moi, le business, c'est vraiment simple. Et c'est juste, tu regardes les chiffres et tu regardes ce qui ne va pas et tu résous le problème. Et elle me dit, mais tu sais ce que tu viens de dire là? Tu devrais le dire à tout le monde parce que tout le monde ne pense pas ça, tu vois. Et je dis, ah ouais, t'es sûr? Elle me fait, mais oui. Et donc, ouais, le business pour moi, c'est simple. Et je crois qu'en fait, mon système de croyance autour du business se résume à ça. Le business, c'est simple. Je confirme ce qu'a dit ta chérie. Il faut que tu en parles plus. Le business, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Et effectivement, quand tu as cette croyance-là, tout se simplifie, quoi, dans ta tête et dans tes actes, quoi. Donc, OK. Merci de nous avoir partagé ça. Alors, la dernière pour la route. Enfin, attends, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, j'en ai d'autres. Une croyance honteuse et coupable, mais que tu assumes.
Euh, euh, je sais pas, ce qui me vient, c'est vraiment un truc autour de ouais, de me sentir plus intelligent que les autres. Me sentir plus intelligent que les autres. Ok. Ouais. En quoi c'est honteux et coupable, mais tu l'assumes. Enfin, c'est. Enfin, il y a vraiment un truc de supériorité là-dedans, tu vois. Je pense que Ah oui, vraiment. d'accord. Le côté égo, genre. Ouais, Ouais. ouais. Et moi, quand tu dis ça maintenant, au vu de ton parcours et comme ce que tu viens de raconter sur le côté compétiteur, moi, je vois plus le côté compétiteur, là, du coup, tu vois. Euh, Tu l'assumes. non, je l'assume pas vraiment. Genre, je- non, je l'assume pas. Je vais souvent prendre le rôle. Mais non, mais c'est pas vrai. Genre. Ouais. Ben, je sais pas. Je t'avoue que j'aimerais croire que non. En fait, ouais, c'est honteux et coupable parce que j'aimerais vraiment croire que non. Et il y a une partie de moi qui croit que non, dans le sens où c'est pas vraiment par rapport à moi, c'est plus par rapport aux autres. Euh, En fait, j'aimerais croire que tout le monde est un génie dans un domaine et qu'il est vraiment brillant dans un domaine. Juste, je pense que tu as des gens qui sont tellement éloignés de ce pourquoi ils sont faits à la base que j'ai du mal à le voir chez eux et je me dis, putain, je suis vraiment plus intelligent que eux. Donc, tu gardes ce côté intelligence. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on va garder cette réponse et je vais te poser la toute dernière question. C'est là, peut-être, donne-moi Alors, alors, un contexte, exemple. quoi. Un Ouais, un exemple. La exemple. croyance honteuse et coupable que j'ai, c'est que le Nutella me fait rappeler mon enfance quoi qu'il arrive. Je sais que le Nutella détruit des forêts, je sais que c'est pas bon pour le corps, il y a plein de gras dedans. Tu vois, moi je pensais plus à un truc comme ça. Voilà. Ok. Mais, enfin, tu sais, pour moi, je vais plus juger quelqu'un qui se croit plus intelligent que tout le monde que Oh. quelqu'un qui kiffe le Nutella, tu vois. Alors, si tu veux, l'échelle de mesure que tu prends, c'est l'intelligence. Donc, si on reste sur cette échelle de mesure, tu ne vas mesurer en fait que ce qui se passe autour de toi, autour de l'intelligence finalement. C'est un peu ça l'histoire. Ouais, sûrement. Et comme tu as un petit côté je veux gagner viscéralement à tout prix, bah, il faut que tu arrives le premier un peu partout. Ouais, carrément. Non, ok, j'en ai d'autres en fait. Allez, vas-y. Euh, ouais, j'ai vraiment d'autres croyances un peu sur. Tu connais Krishnamurti ou pas? Qui? Pardon? Krishnamurti. Non. Ok. Alors, dis-moi. C'est un penseur vraiment brillant et j'ai lu une citation de lui la dernière fois où il disait si tu arrives à 30 ans ou je sais plus à quel âge il disait, si tu arrives à 30 ans, 40 ans et que tu es riche, t'es riche, tu as une femme jolie, tu as des enfants, une belle maison, c'est pas que tu as réussi, c'est juste que tu sais pas à quel point tu es conditionné. et, et en fait, ça m'a fait réfléchir à ce truc de ouais, en fait, je sais qu'il a raison. Et derrière, ça m'a fait repenser plein de croyances de qu'est-ce que je pense à propos des gens, qu'est-ce que je pense à propos des gens riches, qu'est-ce que je pense à propos des gens pauvres, qu'est-ce que je pense à propos des gens musclés, qu'est-ce que je pense à propos des gens gros, qu'est-ce que je pense à propos des gens qui ont une famille, qu'est-ce que je pense à propos des gens célibataires. J'ai pris un peu tous nos clichés un peu de réussite de notre société. Je me suis demandé qu'est-ce que je pense à propos d'eux. Et c'est vrai qu'en fait, en creusant autour de ces croyances, bah ouais, inconsciemment, j'en suis encore avec des trucs de quelqu'un de riche est sûrement plus intelligent, a sûrement plus de valeur que quelqu'un de pauvre. Quelqu'un de beau et bien dans son corps est sûrement plus intelligent et plus discipliné, et plus ce que tu veux, et a plus de valeur que quelqu'un en surpoids. Et en fait, je suis conditionné surtout en fait à penser ces trucs-là, alors que quand je les déconstruis un peu, je me rends compte qu'ils sont fondés sur rien, à part sur un espèce de conditionnement collectif sur lequel tout le monde s'est mis d'accord sans jamais s'être vraiment mis d'accord puisque personne ne les a repensés en fait. Donc, j'ai quand même toutes ces croyances autour de ça,
Et voilà. Ok. Donc finalement, partir, là, ce que tu viens de me dire, moi, ça me rappelle ce que tu as dit au début, finalement. Partir de là, si tu devais te déconditionner de tout ça, il resterait quoi? Il resterait rien. C'est l'ennui? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est la vacuité? Il reste quoi alors du coup, si tu déconstruis tout ça? Je pense que je me déconstruis déjà pas mal au fur et à mesure et ça donne lieu à des bonnes crises identitaires déjà. Tu sais, genre, tous les 2 mois, je pense que je suis en crise identitaire. Donc, ça doit être super pour ta chérie. Je pense qu'elle doit se dire, tiens, il y a un nouveau Julien qui vient de débarquer. Non, t'inquiète, je change régulièrement. Enfin, d'ailleurs, on lui souhaite force à elle d'ailleurs, si elle nous écoute. La dernière avec qui j'ai démarré une relation, là, c'était vraiment un de mes critères en fait. Pour me mettre avec elle, c'est il me faut une fille qui évolue aussi vite que moi en fait. Parce que dans les relations précédentes, tu vois, genre, je les ai vraiment aimées de tout mon cœur, mais à chaque fois, il y a un décalage qui se crée, qui est au début, on se rend compte, on est au même endroit, on se retrouve 1 an et demi après, on a des vies, mais qui n'ont plus rien à voir, tu vois. Des systèmes de pensée, de croyances et de valeurs qui n'ont plus rien à voir, parce que je suis vraiment plus le même qu'1 an et demi. Elle est un petit peu différente, mais donc, ça, c'est vraiment un critère énorme pour moi, d'avoir des gens qui évoluent aussi vite que moi. Mais, voilà, je sais plus où on était. C'est ok, c'est ok. De toute façon, on a le droit aussi de se perdre et de reprendre le fil après. Donc l'idée, c'était qu'est-ce qui reste après si voilà, qu'est-ce qui reste après? Je sais pas, j'en sais rien. Je pense aussi que tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai compris cette année, que le rythme de la transformation intérieure n'est pas quelque chose à forcer, parce qu'il va au rythme où il doit aller en fait. Exactement. Donc peut-être que je mourrai avec ces croyances, peut-être pas. Ouais, et puis c'est un rythme aujourd'hui qui est, comme on dit en PNL, écologique pour toi. C'est comme dans le business, aller vite, apprendre vite, être dans la compétition, c'est écologique pour toi. Tu sais, je me rappelle d'un podcast ou d'une story où tu disais, moi, faire 30 minutes de méditation, c'est impossible pour moi. Tu faisais 30 secondes ou 1 minute et le mec te disait, oui, mais 30 secondes, 1 minute, t'as pas le temps. Oui, bah c'est comme les gens qui ont pas le temps en fait, qui font 5 minutes et c'est pareil en fait. Donc l'idée, si tu veux, c'est de trouver ce qui est écologique pour toi. Et si c'est écologique comme ça et que c'est cool pour toi, c'est ok. Et effectivement, c'est pas en tirant sur la plante que tu la fais grandir plus vite. Donc, moi, je pense que c'est une très très bonne finalité. Allez à votre rythme et de façon écologique. Écoute, merci pour toutes ces pépites et tout ce que tu viens de partager, parce que j'arrive à la fin du quiz et il y a encore 2 dernières étapes rapides dans cette interview. J'aimerais que tu partages avec nous ici, avant de partir, 2 cadeaux. Et c'est ce que j'appelle les croyances cadeaux. Alors la première, ce serait, justement, on parlait de méditation, etc. Ce serait, tu nous partages une habitude gagnante que tu as dans ta vie. Tu sais, ce genre d'habitude où tu dis, putain, si j'ai pas ça dans la journée, ça marche pas. Ma journée, elle est pas complète, elle est pas bien commencée ou elle est pas bien finie. Peu importe, tu vois. Une habitude gagnante que tu pourrais, tu vois, partager avec nous ici. Je dirais écrire mes pensées. Waouh. Donc, tu as des carnets où tu écris tes pensées tous les jours? J'ai arrêté d'avoir des carnets parce que c'était insupportable en termes de gestion. Donc, je suis passé à des outils numériques. Mais ouais, j'écris vraiment des pages et des pages chaque jour. J'écris entre 1 et 12 pages chaque jour, tu vois. Wow. Et donc, tu as des pensées, tu vois, qui sont des pensées juste que j'ai envie de mettre en lumière quand je sens que l'émotion dans laquelle je suis me convient pas vraiment, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se joue en moi, tu vois. Ou je peux aussi avoir juste, tiens, j'ai ces idées, il faut que je les sorte parce que ça turbine dans ma tête. Des fois, j'ai deux phrases à sortir. En fait, le fait de commencer à écrire m'amène à vouloir développer ces idées. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément de clarté mentale et également, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Genre, j'adore faire ça, tu vois. Genre, j'adore vraiment faire ça. Ça m'apporte une forme de vraiment fulfillment et apaisement, tu vois. Super, merci. Donc, écrivez, les amis, écrivez tout ce qui vous vient, parce que l'énergie, en fait, effectivement, qu'elle soit basse ou haute, peut vous servir après à la relecture. Ça, c'est très important. Deuxième cadeau que j'aimerais que tu nous fasses ici, c'est une croyance spirituelle qui t'aide le plus. Tu vois, donc spiritualité ne veut pas dire religion forcément.
veut dire, je sais pas, tout un tas d'autres choses et peu importe ce que tu mets dedans, en fait. J'en ai deux. La première, c'est tout est à mon service. Et la deuxième, c'est la vie a toujours un meilleur plan pour moi. Tout est à mon service et la vie a toujours un meilleur plan pour moi. Ouais, alors vraiment, tout est à mon service dans le sens où vraiment tout ce qui arrive est à mon service et je vais régulièrement me poser la question, tu vois, quand j'ai une émotion qui est désagréable, en quoi est-ce que ça me sert, c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que ça me permet de devenir, comment je vais pouvoir l'utiliser. Parce que pour moi, toute émotion négative est juste un ratio de perception. Dès lors que tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages en lien avec ce qui est important pour toi, devient une émotion qui fait baisser ton énergie. À l'inverse, dès que tu vois quelque chose qui te sert plus, qui t'apporte plus de bénéfices que d'inconvénients, tu vas être dans une émotion positive. Et puis, toutes les émotions sont juste des ratios de perception. Donc déjà, de savoir que tout est à mon service me rappelle que lorsque je le vois pas, c'est pas que c'est pas à mon service, c'est juste que je le vois pas encore. Et ça me rappelle l'idée d'aller voir. Et la deuxième chose, c'est la vie a toujours un meilleur plan pour moi, dans le sens où là, il y a plein de choses qui se passent pas comme prévu. Mais à chaque fois que ça se passe pas comme prévu, je me rappelle qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, en fait. C'est profond et ça vibre énormément chez moi. Donc, merci pour ces deux pépites qui vont être, je pense, très utiles aussi à l'audience qui nous écoute. Donc, notez bien les pépites, les amis, c'est très, très important. Julien, on arrive à la fin de cette interview. Déjà, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé ici et merci aussi pour toutes les pépites que tu as partagées. Alors, comment font les personnes qui nous écoutent, qui vont voir cette interview pour venir se connecter à toi, travailler peut-être avec tes équipes, avec les programmes que tu as en ce moment? Comment ça marche? Dis-moi. Je pense que sur Instagram, elle devrait pouvoir me trouver Julien _Musi. Et après, il y a le podcast, mais tous les liens, elles les trouveront sur Instagram. D'accord. Sur Instagram directement. Ouais. Dernière question que je voulais te poser avant de partir. Qui souhaiterais-tu nominer à ta place de cette interview pour la prochaine? Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes la caméra et que tu dises toi, le nom là, et tu dis toi, il faut que tu sois là. Et voilà. Bon, t'as déjà eu Anto. J'ai déjà eu Anto. Et Benoît n'a pas encore répondu à l'invitation. Donc, ouais, je le connais pas personnellement. D'accord. Tu connais Pierre David et Alex Dana? Alex Dana, je l'ai déjà eu. Son interview est sortie aujourd'hui. Ok. Pierre David, tu connais? Alors, Pierre David, je connais pas. Ok, tu vas kiffer, je pense. Ah bah alors, vas-y, lance-lui l'invitation. Je vais lui envoyer le carré que tu vas lui envoyer. Ok, Pierre, je pense que faut que tu sois là parce que l'interview, tu peux vraiment apporter des choses à mon avis à cette interview et tu vas kiffer. Ça marche. Eh bien, écoute, l'invitation est lancée. Je vais lui envoyer ce carré d'invitation que tu viens de lui faire et on va voir s'il répond à l'invitation. Écoute, Julien, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci pour ton énergie. On te retrouve bien évidemment, je vous mettrai tous les liens les amis autour de ce podcast et des vidéos. Comme vous le savez, Croyance revient tous les jeudis à 9h le matin avec un nouvel invité et le soir à 18h, jeudi soir sur YouTube. Merci, passez une bonne journée et comme d'habitude, gardez en mémoire que quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous. Julien, merci. Merci à toi.